Béatrice Fortin. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu étais infirmière en néonat. Alors déjà, avant que tu nous racontes ton expérience à Mayotte, quels sont les différents prématurés? Parce que là, j'ai parlé d'extrême. Oui, déjà on va resituer un bébé à terme. C'est un bébé qui naît entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée. Aménorrhée qui est l'arrêt des règles. D'aménorrhée, se compte à partir du premier jour des dernières règles. Du reste de ta vie. Oui, aussi. Ouais. C'est toute la vie, le bébé qu'on prend. Et donc, quand la future maman s'aperçoit qu'elle a plus de règles, qu'elle est enceinte, elle est déjà à 4 semaines d'aménorrhée, mais a effectivement que 2 semaines de grossesse qui commencent au moment de l'ovulation et de la rencontre du petit spermatozoïde avec cet ovule. Voilà. Donc, un bébé prématuré naît avant 37 semaines. 37 semaines, ça fait combien de mois? Ça fait... on est à 8 mois, là. Ouais. C'est quasiment... oui. Quasiment la fin, puisqu'on dit... 39, la grossesse normale c'est 39-41 quand même. Voilà, et donc après on passe entre 33 et 37 semaines d'aménorrhée, c'est les prématurités moyennes. En dessous c'est 28-32 semaines, où là c'est grande prématurité, et on parle d'extrême prématurité en dessous de 28 semaines, ce qui correspond à peu près à 5 mois de grossesse, à peu près. Sachant que... pour l'OMS, on ne réanime pas de bébé en dessous de 22 semaines et un poids de naissance à 500 grammes. Ce qui est vraiment petit. Et alors quand même, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que la plus petite fille née en Europe s'appelait Frida. Elle est née le 7 novembre 2010. Elle pesait 460 grammes et elle est née à 21 semaines d'aménorrhée plus 5 jours. Ouais, ce que je vous dis pas aussi, c'est que nous, on rajoute les jours tout le temps. Parce qu'un jour, c'est pas pareil que 6 jours quand on est prématuré. D'accord. Tout compte. Les mois, bien sûr, mais les semaines et les heures. J'allais dire les heures, tout compte. Et donc, cette petite fille, elle a quand même été réanimée. Elle est sortie de l'hôpital en avril 2011. Donc, elle est restée tous ces mois en néonate. Et puis, a priori, aujourd'hui, elle va bien. Ouais. Et celui hein. d'avant, c'était en 1987 à Ottawa, le même terme. D'accord. Voilà les plus extrêmes que j'ai retrouvés. Alors, en France, c'est plutôt 24 semaines. Les réanimations démarrent à 24 semaines. Et les législations sont très différentes selon les pays? Est-ce qu'il y a Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en dessous de 22 semaines, en fait, les organes du bébé sont pas suffisamment formés. Enfin, voilà, si l'OMS a recommandé ça, c'est qu'à 22 semaines, les organes sont formés, ne sont pas matures. Hein. Mais ils sont tous là, normalement. Voilà. Et là, il y a un grand débat éthique parce que la réanimation sur, par exemple, un bébé de 22 semaines, ça peut entraîner de grosses séquelles en termes d'handicap. Oui, après, il faut savoir que plus les bébés naissent tôt, plus ils ont un risque de mortalité élevé. Et c'est vrai que ils sont pas réanimés parce que, 22-23 semaines, en général, ils décèdent assez rapidement aussi. Hein. Il y a ça, il y a la prise en charge. Et c'est dû à quoi? Pourquoi il y a des bébés qui naissent avant? Alors, il y a plein... Ils sont pressés, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses. Les causes principales sont quand même les grossesses multiples, qui sont en train de se développer parce qu'on a recours de plus en plus aux FIV, aux fécondations in vitro. Parce que, donc, plus on a de bébés dans le ventre et plus les bébés, il leur faut de la place, bien sûr. Donc, il y a un moment, il faut qu'ils sortent parce qu'il n'y a plus de place dans le ventre de la maman. Donc... quand c'est des triplés, des quadruplés, ils sortent encore plus vite. Une autre grande cause, c'est les infections. Donc soit les infections utérines, soit les infections générales. Ça peut être une grippe ou une listériose. Hein. C'est pour ça qu'on met des restrictions aux femmes enceintes au niveau de l'alimentation. Ça peut être plein d'autres choses, des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, des conduites à risque comme des mamans qui fument beaucoup, qui sont toxicomanes. L'âge aussi, à Mayotte, on avait beaucoup de mamans adolescentes. Donc quand on a un bébé trop tôt ou quand on fait une grossesse tardive aussi, c'est à risque. Et puis toutes les pathologies, une maman qui peut avoir un cancer, une maladie, une anomalie XY. Et il y a aussi plein de fois où on ne sait pas. Les bébés, ils arrivent et on ne sait pas pourquoi. Alors sans doute aussi des facteurs génétiques. Et toi, Gaëlle, c'était dû à quoi?
La prématurité, elle a été due, en fait, alors d'une part parce qu'on avait un placenta prévia, c'est difficile à dire. Prévia ? Oui, ça veut dire que le placenta se trouve entre le bébé et la sortie, si tu veux. Donc du coup, et il y a eu une hémorragie du placenta, ce qui a déclenché. C'est une cause aussi, les hémorragies dues au placenta, des décollements placentaires, voilà, c'est une autre cause. Du coup, il a fallu sortir le bébé à 34 semaines d'aménorrhée. Ok, tu nous raconteras ça plus en détail tout à l'heure. Mais est-ce que le fait d'être prématuré, ça peut changer l'enfant ? Quelles sont les conséquences ? Le changer, oui, ça peut le changer physiquement, parce que ce bébé qui est né trop tôt, comme il n'est pas mature, donc une grande, c'est surtout la fonction respiratoire au départ qui est très importante. Et c'est un bébé qui risque d'être intubé, donc de respirer avec une machine pendant plusieurs jours, semaines, voire mois, ou voilà, d'avoir une assistance respiratoire un grand moment. Donc ça peut lui entraîner des troubles bronchiques, après avec des bronchiolites, ou voilà, plus tard. Bon, ça c'est un exemple. C'est aussi un bébé qui risque d'avoir des séquelles neurologiques. Donc c'est pareil, plus le bébé est petit et plus il a de risques. Et j'étais en train de me dire, c'était quoi ma phrase? Voilà, bon, c'est surtout ces séquelles-là, même si on a, il y a des études qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites, qui sont toujours en cours, parce que encore aujourd'hui, on analyse le vécu, le devenir des bébés prématurés. Et leur QI est généralement dans la norme supérieure ou égale à 85, voilà. Mais après, c'est des enfants qui peuvent avoir des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Ils sont très sensibles, très réactifs, voilà. Mais il y a la naissance prématurée, et il y a aussi l'environnement des services de néonatologie qui sont bruyants. Il y a des machines, on les ranime, on leur met des drogues. Quand on dit des drogues, c'est les... Qu'est-ce que tu faisais à Mayotte? De la cocaïne. Non, les médicaments, en fait, J'ai trouvé la solution. Les médicaments, voilà, on leur donne. Ils peuvent aussi avoir des troubles de l'oralité, ça veut dire des difficultés à s'alimenter comme un autre bébé parce qu'ils ont été alimentés par un tuyau pendant longtemps, et voilà. Après, c'est des choses qui se mettent en place progressivement. C'est un peu plus long qu'un autre enfant, mais ils s'en sortent, quoi. Ok. Et raconte-nous un peu ton expérience à Mayotte. Comment, au niveau de la prise en charge, de ta relation avec les parents? Alors la différence à Mayotte par rapport à ici, c'est qu'il y a énormément de parents qui ne parlaient pas le français, qui ne parlaient pas la même langue que moi. Donc ça, c'était un petit peu difficile. On avait recours aux auxiliaires de puériculture, qui sont l'équivalent des aides-soignantes pour les enfants. Donc ils traduisaient aux parents déjà la première fois avant qu'ils rentrent dans le service, comme on le fait ici dans tous les hôpitaux. En fait, on raconte un petit peu aux parents avant qu'ils le voient comment est le bébé, qui va avoir un tuyau peut-être pour l'aider à respirer, qui va avoir un autre petit tuyau pour l'aider à manger, ou une perfusion qui des fois va être posée sur la tête ou dans l'ombilic. Voilà, on les prévient parce que ça peut être choquant de voir son petit bébé tuyauté de partout. Voilà. Donc là, on se servait quand même de quelqu'un qui traduisait pour le plus gros. Et puis après, dans les soins du quotidien, moi, je me servais beaucoup de mes mains et du toucher. Et c'est aussi pour ça que je me suis orientée maintenant un peu dans le massage parent-bébé. Parce que quand on n'a pas la parole, on avait quelques mots quand même, il y a le regard. Et moi, souvent, c'est les mains de la maman. Souvent, la maman, c'était là, moins le papa. Les mains de la maman que je prenais et que je posais sur le bébé. Pour que la maman entre en contact avec son bébé et pour que le bébé soit rassuré. Et surtout, quand je faisais les soins aussi, moi, je faisais les choses désagréables. Et puis la maman, du coup, aidait son bébé à supporter les soins, à supporter la douleur. Et on pratiquait aussi, dès qu'on pouvait, le pot à pot. Qu'est-ce que le pot à pot ? Le pot à pot, c'est de positionner le bébé nu sur le torse de la maman ou du papa, même si ça se faisait moins. Pour que la peau touche sa peau, que le bébé sente la chaleur et se réchauffe bien avec la peau de sa maman, le corps de sa maman, sente son odeur. Ça favorise aussi l'allaitement, puisque le bébé il sent le lait de la maman.
Et ça, c'est ce pot à pot, c'est issu d'une méthode qu'on appelle la méthode kangourou, qui a été inventée, trouvée entre guillemets par 2 pédiatres à Bogota dans la fin des années 80 parce qu'ils avaient du mal, ils s'en sortaient pas avec ces petits bébés qui étaient prématurés, ils n'avaient pas assez de matériel et ils ont eu l'idée en observant les animaux. C'était les marsupiaux et les marsupiaux. Ils ont eu l'idée. Les marsupiaux, l'ami, ça existe en fait. C'est comme les kangourous aussi. Kangourous, voilà. Ça existe. Hein. Kangourous, ça existe. Et c'est des légendes inventées. C'est des notions de culture générale. Okay. On peut rien faire moi, je suis bluffée là. Marsupiaux. À Mayotte, on a les maquis aussi. Connaissez-vous les marsupiaux? Va au. Oui, nous on était au courant, nous. Ah ouais. Il n'y a que toi. À Planète Sauvage, tu sais. Ok. Ou viens à Mayotte, il y a les maquis. Ok. Alors les bébés ils s'accrochent à leurs parents. Ok, très bien. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ces bébés qui étaient réchauffés 24 heures sur 24 contre le corps de leur mère, s'en sortaient mieux, s'en sortaient bien. Et donc on le développe ici aussi. Et le bébé, il doit rester dans l'incubateur, dans la couveuse jusqu'aux 9 mois ou ça dépend? Non, ça dépend. En fait, un tout petit bébé se refroidit très vite. Très vite, et plus il est petit, plus il se refroidit vite. Donc on a besoin de lui maintenir une température assez haute pour que son énergie la garde pour grandir et pour mûrir et pas pour passer son temps à se réchauffer en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, je pense par exemple Gaël, ton bébé il a été dans un incubateur ou peut-être peut-être pas longtemps. Du coup voilà, il était déjà. Faut pas qu'il nous révèle tout non plus. Je le regarde un peu pour tout à l'heure. Ouais. Mais il est resté, une semaine. Une semaine, voilà. Alors qu'un bébé qui va naître à 25 semaines, il va rester des semaines, si ce n'est 2 mois dans l'incubateur. En fait, voilà, plus il grandit. Au bout d'un moment, quand il arrive à bien réguler sa température, on baisse la température de l'incubateur et puis après, on le sort.